Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les préoccupations quotidiennes qui semblent concerner le continent africain dans le concert des nations le dépeignent avec des maux qui semblent incurables. Une conflictualité exacerbée, des États fragiles ou tout simplement déliquescents ou devenus des entités non gouvernables. Parmi les points de fragilité les plus facilement observables, il y a la difficulté des États africains à assumer et assurer leur défense et leur sécurité. L'histoire passée de ce continent révèle en effet que les Africains ont délégué la gestion et la résolution de leurs problèmes de sécurité à des entités extérieures, surtout à l'époque de la colonisation et au sortir de la période de la guerre froide. C'est en cela qu'on est en droit d'affirmer que, sans émancipation politique et stratégique, le continent noir ne peut ni construire ni préserver sa sécurité. Cette précondition est d'autant plus nécessaire qu'un examen du fonctionnement des États africains montre une dépendance stratégique et politique qui trahit leur extraversion. Durant cette période en effet, le concept même de défense en Afrique privilégiait dans son entendement une limitation de ces aspects sous l'ornière de la protection de l'État et des personnes qui incarnent celui-ci, c'est-à-dire les dirigeants des États africains. La période n'était pas propice à l'élévation du débat sur le véritable rôle que devaient jouer ces armées. C'est à la suite des événements politiques succédant à la chute du mur de Berlin en Occident, que l'aspiration des peuples africains à la démocratie a commencé à permettre que des questions sur les missions et l'usage des armées qu'en font les dirigeants soient timidement abordées. Fondamentalement, les questions de défense et de sécurité qui se posaient avaient été circonscrites aux forces armées, sans tenir compte du volet sécuritaire porté par les services de police, des douanes et autres protecteurs de l'environnement dont la faune et la flore dans ces États. L'Afrique est aujourd'hui confrontée à de nouvelles menaces qui sont l'œuvre tant des acteurs non étatiques que des factions armées nationales des États, ou même encore, de tous ceux qui, de l'extérieur, veulent s'assurer par la force leurs approvisionnements stratégiques depuis le continent. La pauvreté dont sont victimes les populations africaines devient une source d'insécurité et d'habilitation de nouvelles menaces à la paix et la sécurité du continent. À partir de ce moment, il faut considérer que l'Afrique vit sous des menaces multiformes qui nécessitent de prendre le concept de la sécurité en l'élargissant pour comprendre à la fois la défense et la sécurité. Il est question pour l'Afrique de défendre ses acquis territoriaux, en même temps que ceux relevant désormais du concept de la sécurité humaine. Cette dernière intègre à la fois la défense de l'État et la protection des individus vivant dans cet État. Vu l'ampleur des questions que rencontrent les États africains, il est impossible de les résoudre individuellement. C'est pourquoi il semble nécessaire que des efforts pour la défense et la sécurité du continent soient menés de manière intégrée dans le cadre d'une Union africaine, définie en tant qu'acteur unifié des relations internationales, et non dans la disparité et la fragilité des États individuellement concernés. Des décennies sont passées, mais la vision résiste au temps. C'est en ce sens que l'agenda 2063 de l'Union africaine a inscrit comme « Aspiration 2 » un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. L'idée même d'une politique africaine commune de défense et de sécurité, PACDS, tire ses racines lointaines dans l'histoire de l'Afrique précoloniale. En effet, cette dernière révèle toutefois l'existence au Moyen Âge de regroupements interétatiques tels que les empires du Ghana, du Mali ou de Gao, qui seraient des manifestations de la personnalité africaine. De même, cette histoire démontrerait que l'on puisse parler d'une unité socioculturelle profonde du continent à travers les âges. La nostalgie de l'unité précoloniale de l'Afrique, le souci de la libération, la condition des Noirs dans le monde, ajoutée aux impératifs économiques, ont rendu nécessaire la reconstitution de la personnalité africaine et la réappropriation de la dignité de l'homme noir par lui-même. Cette reconstitution se fera dans le cadre d'une mystique qui n'a cessé de mobiliser les élites africaines, le panafricanisme. Pour sa part, analysant l'attitude des pays africains lors de la crise libyenne et pour le regretter, le professeur Alain Fogueudom fait ici un rappel du cheminement de ce qui aurait pu correspondre à l'idée d'unité en Afrique.
de façon concrète, au regard du diagnostic fait sur le retard politique, économique et social de l'Afrique, pour les artisans de la création de l'UA, la Renaissance africaine supposait une émancipation stratégique du continent. En effet, à la fin des années 1990, recherchant les raisons des retards multiformes du continent par rapport au monde moderne, les dirigeants africains, à la suite de nombreux analystes, avaient indexé l'inefficacité chronique de l'UA. C'est justement cette inefficacité qui a précipité sa disparition. Concernant cette inefficacité, cet auteur affirme que celle-ci trouve ses fondements entre autres dans l'extraversion des États post-coloniaux. En effet, à cause de ce dysfonctionnement, ces États ont tendance à concéder, malgré leur souveraineté proclamée à leurs partenaires étrangers et notamment occidentaux, une marge de manœuvre trop importante dans la définition et la défense de leurs intérêts. Pour conclure ce constat et pour ouvrir la réflexion, Alain Foggeudom pense que la réflexion qui débouche sur la création de l'UA postule que, malgré les indépendances juridiques des États africains, l'Afrique a encore besoin de s'émanciper pour mieux s'assumer. La première conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora, organisée par l'UA du 6 au 9 octobre 2004 à Dakar, au Sénégal, sur le thème « L'Afrique au XXIe siècle, intégration et renaissance », a abouti à cette même conclusion. Au cours de cette même réunion, Kofi Annan a averti les dirigeants et les peuples d'Afrique, tout comme Nkrumah en son temps, mais dans ces termes sur le défi de cette construction de la renaissance africaine, dans le nouveau cadre de l'Union africaine qu'elle requiert leadership, courage et volonté pour se départir des errements du passé, en faisant de l'Afrique ce que l'Union européenne a accompli en Europe. Nous devons nous unir au-delà des divisions anciennes pour construire un continent caractérisé par la paix, la coopération, le progrès économique et la règle de droit. La vision de l'unité africaine est donc une mystique en soi, et comme telle, elle embrasse tous les aspects de la vie dans ce continent. C'est dire qu'il n'y a pas là-dedans que certains aspects, en laissant d'autres de côté. Cette vision est donc globale et inclusive des questions sur l'existence de l'Afrique en tant qu'entité internationale. Elle n'est pas univoque dans ses modalités de mise en œuvre, mais il y a au moins un consensus sur la nécessité de cette unité. Parmi les aspects politiques de sa réalisation, il y a une demande d'une sécurité collective pour les Africains et qui se décline en une politique africaine commune de défense et de sécurité. Les pères de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, avaient pensé en leur temps que l'unité de leur continent devait aussi passer par une unité de la défense et de la sécurité. Kwame Nkrumah avait suggéré dans son discours du 24 mai 1963, lors de la création de l'OUA, que cette union, nous devons la réaliser sans sacrifier nécessairement nos diverses souverainetés, grandes ou petites. Nous avons dès maintenant et ici même forgé une union politique fondée sur une défense commune, des affaires étrangères et une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine, une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine. Nous unir afin de réaliser la libération intégrale de notre continent. Il nous faut créer un système de défense commune, dirigé par un commandement suprême africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique. C'est dire si la question de la paix et de la sécurité en Afrique retenait déjà l'attention en tant que l'un des grands défis que devait relever le continent, parmi d'autres. Le fait que dans cette partie du grand discours de Kwame Nkrumah rappelé ci-dessus, il apparaît comme une insistance sur la question d'une défense commune, interpelle. Il y a déjà l'idée de défendre les différentes institutions qu'il appelle de ses vœux, et qui feront partie de l'organisation de l'Afrique unifiée. Cela semble indiquer que leur défense doit s'organiser en priorité contre des menaces extérieures, bien que n'écartant pas celle de l'intérieur du continent. Le concept de la défense et de la sécurité est pluriel, et comme tel, la simple réforme des armées africaines semble restrictive au regard de l'œuvre à accomplir. C'est depuis la fin de la guerre froide, dès que l'idée d'une démocratisation poussée de l'Afrique a été lancée par la communauté internationale, que l'opinion a aussi commencé à opérer des recherches sur les armées africaines plus particulièrement. Or, cette approche ne semblait pas préoccuper outre mesure cette communauté internationale avant cette césure dans l'histoire politique et diplomatique du monde. Les questions de défense et de sécurité en Afrique noire spécifiquement,
ont été pensées, expérimentées et mises en œuvre par des anciennes puissances coloniales, dans des rôles de répartition de charges issus d'une division du travail de défense et de sécurité du temps de la guerre froide. Plusieurs de ces études ont rendu le verdict que les armées africaines sont prétoriennes, au seul service des dirigeants des États africains et de leurs amis et familles. Dans ce même sens, les dirigeants exercent sur elles un pouvoir hégémonique et prédominant qui se justifie par leur statut et leur qualité. Cette hégémonie ainsi que cette prédominance témoignent de la crise de la gouvernance des systèmes de sécurité en Afrique. Il semble par ailleurs que ces armées africaines sont portées par des volontés concurrentielles de puissance, qui les conduisent à mener des coups de force pour s'emparer du pouvoir politique et d'en jouir pleinement dans plusieurs États du continent. Le décompte des coups d'État réussis avec mort de chefs d'État révèle près d'une vingtaine d'événements de cette nature, surtout en Afrique francophone pour leur majorité. Certains analystes affirment que ces événements sont surtout de la responsabilité morale des anciennes puissances coloniales. Cela revient à penser que la vision d'une défense africaine commune contre des menaces en provenance de l'extérieur était fondée. Le contexte de l'époque ne s'est pas fondamentalement modifié, dans la mesure où le danger de l'affaiblissement des souverainetés des nouveaux États africains était au centre de la stratégie des anciennes puissances coloniales. Les enjeux sont les mêmes aujourd'hui, à savoir, un accès privilégié aux immenses richesses du continent. Lorsqu'on observe ce qui se passe sur le plan de la défense et de la sécurité du continent africain aujourd'hui, il apparaît que, faute de s'être entendu dans la vision des pères panafricanistes des années 1950 à 1960, chaque jeune État a voulu faire cavalier seul, porté par une ambition de souveraineté pourtant juridique pour l'essentiel, mais comptant sur ses accords de défense et de coopération avec l'extérieur. C'est comme si l'insécurité ne pouvait venir que de l'intérieur. Cette posture explique pourquoi les armées africaines se sont écartées de leur mission principale et que rappelle Dominique Bangoura en ces termes. La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toute forme d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie des populations. Cette introversion de la menace perçue comme telle par les jeunes régimes africains est proportionnellement inverse à l'extraversion sécuritaire dont ils font l'objet. Or, l'expérience démontre que la menace la plus difficile à contenir est celle qui vient de l'extérieur car elle demande beaucoup plus de moyens de prévention ou de réponse. C'est paradoxalement cette dernière qui rassurait ses dirigeants. À l'intérieur donc, il y a eu beaucoup de répression armée contre des subversions ou des revendications populaires. C'est dans ce sens que, prenant pour objet d'analyse le renseignement au Cameroun, Alain Fogueudom affirme que, sur la base de tous ces éléments, Pierre Messmer est en totale communion avec ses camarades d'infortune d'Indochine, initiateur de la doctrine de la guerre révolutionnaire, DCR, et des théories contre-subversion. Mais dans le même temps, la défense territoriale a été laissée aux mains de l'extérieur. Cette vision de la défense a eu trois limites majeures. D'une part, elle s'est abandonnée entre des mains étrangères pour protéger l'indépendance nationale et la souveraineté territoriale. Ensuite, elle s'est focalisée sur la répression intérieure et enfin, elle a refusé de rentrer dans le cadre communautaire africain. La défense du continent, en tant qu'entité internationale, s'est évanouie au détriment d'une unité autour du concept de maintien de la paix. Ce dernier est la réponse à des questions intérieures au continent, et dont il manque une vision proprement africaine. Cette vision fait affirmer à l'ONU que l'Union africaine est sur le bon chemin dans la recherche de sa paix et de sa sécurité, puisqu'ayant adhéré au paradigme du maintien de la paix. Pour l'ONU en effet, ce n'est qu'au début de 2002 qu'un tel mécanisme a vu le jour, avec la création du Conseil de paix et de sécurité CPS de l'Union africaine, qui a entériné l'architecture africaine de paix et de sécurité, AAPS. Les outils de la diplomatie préventive, comme le groupe des sages, le système d'alerte rapide à l'échelle du continent, la mise en œuvre opérationnelle de la force africaine en attente et de sa capacité de déploiement rapide, ont été les éléments de base de la politique africaine commune de défense et de sécurité. Si l'Afrique considère que sa politique commune de défense et de sécurité est fondée sur ces éléments qui constituent son architecture de paix et de sécurité, donc le maintien de la paix pour l'essentiel,
Il y a alors lieu de s'interroger et de s'inquiéter certainement. Il faut aussi constater que l'Afrique, pour aller vers la concrétisation de sa politique commune de défense et de sécurité, ne peut le faire que lorsqu'au niveau des États, ces concepts sont mis en œuvre de manière solide. C'est par la suite que la politique en question pourra tenter une mutualisation des armées fortes, capables de résister aux agressions extérieures avec des hommes et des femmes ayant une formation solide, et dont la philosophie d'emploi des forces tire des arguments du panafricanisme, avec des moyens adéquats pour au moins une dissuasion faisant comprendre à ceux qui voudraient entreprendre de telles initiatives d'hésiter à le faire. L'Afrique dispose de ces moyens. Il faut que l'Union africaine prenne ses responsabilités, et que les dirigeants comprennent tout le bénéfice que leurs populations ont à tirer de l'avènement de la démocratie. Cette dernière permet à tous de participer à la redéfinition de leur défense et sécurité, que cela ne reste pas le monopole des dirigeants car la défense concerne tous et non pas seulement l'État et ceux qui l'incarnent. La question qui se pose donc est celle de savoir comment le continent africain pourrait-il relever les défis qui se posent à lui, pour se donner les moyens d'une meilleure défense et sécurité extérieure commune, comme l'un des facteurs contribuant à son développement. D'autant que le continent semble avoir fait le choix d'orienter sa politique de défense et de sécurité dans la direction du maintien de la paix. On pourrait, afin de tenter de donner une réponse à ce questionnement, avancer quelques directions d'analyse de la manière qui suit. La première direction suggère que l'Afrique a pris la mesure réelle des conflits et des menaces auxquelles elle doit faire face, depuis la sortie du système colonial, en considérant sa défense et sa sécurité comme des priorités sectorielles dans la mise en œuvre de son émancipation et pour son développement. La deuxième direction de l'analyse voudrait démontrer que la politique commune de défense et de sécurité actuelle connaît des limites en tant que devant protéger l'indépendance politique, l'intégrité et la souveraineté territoriale. Enfin, il faut encore se mobiliser pour avoir la capacité de défendre cette Afrique dans une approche globale et dans l'unité. La présente contribution prend en compte 3 volets dans lesquels les conflits sont identifiés comme une des principales causes-conséquences de la rupture de la paix et la sécurité du continent. Il s'agit de considérer la question de la sécurité comme un volet sectoriel des plus importants dans la stratégie d'émancipation du continent pour son développement, d'une part, première partie. Il est aussi question de comprendre et de démontrer que l'organisation actuelle de la défense et de la sécurité du continent est porteuse d'importantes limites, d'autre part, deuxième partie, et enfin, de suggérer une nouvelle orientation pour une autre approche de la défense et de la sécurité pour l'Afrique, troisième partie. Première partie, l'ancrage d'une politique sectorielle dans un projet panafricain. L'Afrique est aujourd'hui composée de 54 États. Évidemment, ce ne fut pas encore le cas dans la fin des années 1950 et dans la décennie 1960. C'est pourtant au cours de cette dernière que le continent a connu la grande vague d'accession de ses territoires à la reconnaissance internationale. C'était effectivement ce qui a été appelé la période des indépendances. Pour être correct avec l'histoire, il faut rappeler que certains territoires d'Afrique étaient déjà indépendants à cette date-là. Cette période a soulevé une euphorie digne de la fin des tragédies coloniales dans le continent. Ce fut alors le soleil des indépendances, ainsi que l'a pensé Amadou Kourouma dans un roman fort lu. Il y montrait cette euphorie, et en même temps les illusions qu'elle n'a pas manqué de révéler. Mais, dans cette ambiance fortement festive des accessions à l'indépendance africaine, certaines élites sont restées vigilantes et même circonspectes. Elles ont par conséquent développé des analyses très pertinentes et objectives de la véritable indépendance, dont elles risquaient d'hériter. Ce fut le cas de Kwame Nkrumah, de Nnamdi Azikiwe, de Sékou Touré et bien d'autres encore. Ce premier cité conduit par une double expérience pour avoir étudié aux États-Unis et en Angleterre, et avoir milité avec les initiateurs de l'idée du panafricanisme originel dans le cercle de la diaspora noire mondiale, comprenait mieux l'importance des indépendances, mais en même temps, a pris l'initiative de faire entendre raison à ses pairs qui ont hérité de nouveaux États indépendants. En dehors du Libéria et de l'Éthiopie, son pays, le Ghana est pratiquement le premier pays africain noir à accéder à l'indépendance en mars 1957.
L'événement était si important dans le monde que le jour de la proclamation solennelle de l'indépendance, les États-Unis furent représentés par leur vice-président, Richard Nixon, et par ceux dont les espoirs des indépendances et de la modification de la condition noire tant en Afrique qu'en Amérique étaient une préoccupation majeure. Le pasteur Martin Luther King Jr. y était présent. L'espoir était donc immense. Mais pas pour tous. Les anciennes puissances coloniales libéraient l'espace sans véritablement partir de cette Afrique-là. En outre, Nkrumah était de ces Africains qui ont suffisamment analysé les situations des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour y avoir fait des études. Avec quelques autres de la seule Afrique noire anglophone, puisqu'aucun représentant de l'Afrique francophone n'était au rendez-vous. Il comprenait mieux que plusieurs de ses pairs la réalité de la mentalité des peuples et surtout des dirigeants occidentaux. Il savait bien que le moment des indépendances allait être décisif pour une indépendance véritable ou non, et que cela représentait aussi et en même temps la période des défis. Conscient de tous les facteurs en sa possession, il a certes proclamé l'indépendance de l'ancienne Côte d'Or qui devenait le Ghana, mais sans grand triomphalisme. Il savait que cette indépendance avait encore des limites, tant que seul le Ghana l'avait obtenue. C'est certainement ce qui lui faisait dire dès cet instant que « Et nous qui nous sommes battus jusqu'à être indépendants, nous ne serons pas en repos tant que la dernière citadelle du colonialisme n'aura pas été abattue en Afrique. » Le leader ghanéen savait bien où il voulait en venir, l'unité de l'Afrique. Son seul pays ne pouvait se contenter de s'émanciper car il en mesurait la fragilité, connaissant les intentions cachées des anciennes puissances coloniales. Il pensait donc qu'ensemble et forts du nombre, les États africains pouvaient réaliser leur souveraineté en mutualisant leurs efforts, afin d'être ensemble, un acteur qui compte dans la société internationale. Son expérience américaine lui inspirait un rêve d'une sorte d'États-Unis d'Afrique. Dans son esprit, l'Afrique pouvait élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour une émancipation réelle du continent. Qui dit stratégie d'émancipation, entrevoit aussi des stratégies sectorielles. C'est entre autres le cas en ce qui concerne la défense et la sécurité. Dans ces circonstances, même s'il n'est pas question ici d'aller analyser tout ce projet, cette étude voudrait comprendre et analyser les fondements d'un projet de politique africaine commune de défense et de sécurité, chapitre 1, d'en présenter ce qui semble justifier une telle démarche, chapitre 2, et d'exposer des tentatives de gestion des conflits dans le cadre de cette stratégie sectorielle, chapitre 3. Chapitre 1. Les fondements d'une politique africaine commune de défense et de sécurité. Pour ne pas faire l'historique de l'organisation panafricaine, il est néanmoins utile de ramasser les différentes approches de certains des pères fondateurs de l'OUAUA. Le travail objet de ce livre a pour intention de penser la défense et la sécurité du continent, sous son aspect de la solidarité africaine, entendu comme le panafricanisme. Parler d'une politique africaine commune de défense et de sécurité implique de comprendre ce qui la fonde et quels sont ses buts. Dans ce sens, il faut mettre sur la table la vision qui a produit cette idée en revoyant la question par rapport à ses auteurs. Dans ce cadre, il est important de convoquer l'expérience de certains qui ont contribué à donner un contenu au concept de panafricanisme. Au-delà des divergences d'approche qui ont caractérisé la naissance de l'organisation de l'unité africaine, il y a la commune compréhension d'une Afrique plus solidaire, dans plusieurs domaines, afin de passer de la faiblesse de la balkanisation à la force dans l'unité. Il faut déjà se rappeler que malgré la puissance de sa conviction et la force de ses propositions à ce sujet, Kwame Nkrumah ne fut pas le seul à s'engager résolument dans ce projet. En revisitant par conséquent certaines positions, il apparaît que Kwame Nkrumah fait à travers son œuvre de la libération totale de l'Afrique sa priorité. Pour lui, il fallait pour les États africains obtenir à n'importe quel prix l'indépendance en vue de passer à une autre étape de leur histoire, c'est-à-dire la création d'un État continental. Pour le président ghanéen, plusieurs secteurs rentrent dans sa construction du discours panafricaniste à l'instar de la création d'un marché commun africain, de la défense et la sécurité commune par exemple. Il en appelle à un abandon des souverainetés particulières. Et enfin, il préconise qu'en cas d'unité africaine,
il faudrait que les États fassent un énorme sacrifice qui est celui de l'abandon de la souveraineté dans l'intérêt supérieur de l'unité africaine. Enfin, il suggère qu'il faudrait aller maintenant et tout de suite vers les États-Unis d'Afrique. Pour certains observateurs, ce que préconise Nkrumah rentre dans l'ordre de l'idéalisme. Il leur semble que le président du Ghana ne prend pas suffisamment en compte les aspects économiques, politiques, juridiques et même constitutionnels. C'est dans cette optique que nous adhérons à la pensée du président Thabo Mbeki, qui est d'aller de façon progressive vers les États-Unis d'Afrique. Pour sa part, Joseph Kizerbo, qui s'appuie surtout sur le facteur culturel, nous partageons cette idée de l'auteur, dans la mesure où nous pensons qu'il ne faudrait pas recopier comme des automates la culture et l'organisation actuelle des pays occidentaux. Nous avons nos propres réalités, nous ne pouvons donc pas reprendre purement et simplement la ligne d'évolution, l'itinéraire suivi pendant des siècles par les pays aujourd'hui développés. Comme nous l'avons mentionné, il faudrait nous servir de notre propre culture pour construire nos États en particulier et notre continent en général. Si Cheikh Anta Diop, dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, est du même avis que Nkrumah sur la nécessité de l'unité du continent se posant comme la condition sine qua non pour conduire l'Afrique sur la voie du développement, il n'en demeure pas moins que celui-ci voit le projet dans une optique d'une fédération des États. Il fait de l'unité linguistique de l'Afrique le volet central de l'unité culturelle du continent. Il parle de la création d'une fédération des États d'Afrique noire. Pour ce faire, il propose l'élargissement de l'espace économique. C'est dans cette optique qu'il partage la même idée que Nkrumah qui est l'établissement d'un marché commun africain. Il fait savoir que l'enjeu de l'Afrique fédérée, c'est de relever le défi d'une Afrique industriellement, technologiquement et politiquement forte et aussi puissante que les États occidentaux. Pour terminer, Cheikh Anta Diop expose son refus quant au projet de l'Eurafrique. Il voit un danger en ce projet, car selon lui, le cautionner serait légitimer l'association du loup et de l'agneau. Cette approche semble à la limite critiquable par son caractère exclusif. En effet, Cheikh Anta Diop révèle qu'il a une conception du panafricanisme non globalisante, qui ne revêt pas une dimension continentale, puisqu'il en exclut toutes les entités et regroupements de l'Afrique dite blanche, dont le Maroc, Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Pourtant, sa revendication de l'antériorité de l'Afrique par ses études pour le moins pertinentes porte sur l'Égypte, alors qu'il relève que l'objectif justement est de faire en sorte que tous se sentent africains. Pour cela, il faudra réussir à fédérer toutes les énergies autour d'un idéal commun qui est la construction des États-Unis d'Afrique. L'une des personnalités intellectuelles africaines très impliquées dans le panafricanisme dans sa version actuelle est le professeur Marc-Louis Ropivia. Dans son ouvrage intitulé « Géopolitique de l'intégration en Afrique noire », il fait du fédéralisme son thème central. L'auteur reprend une définition de Doudou Thiam portant sur le fédéralisme africain. Le fédéralisme africain est un processus par lequel s'organise la société africaine à l'intérieur du continent pour constituer de vastes ensembles régionaux, ces ensembles pouvant être soit des États, soit des organisations régionales. Dans sa perception du panafricanisme, il prévient qu'il faut faire une distinction entre l'idée panafricaniste portée par les Afro-Américains dans leur contexte de lutte de libération, qui ne se confond pas avec celui des Africains. Ce sont les contextes différents qui justifient ce distinguo porteur d'idéologies particulières. Ceci ne remet pas du tout en cause l'unité de sang entre les individus de ces deux communautés, puisqu'Nkrumah parle de panafricanisme comme une conscience de l'appartenance commune partout où se trouvent des personnes de race noire dans le monde. Dans cette étude, il faut apprécier si l'approche d'une Afrique unifiée telle que préconisée par ses pairs du panafricanisme est avérée depuis l'OUA jusqu'à l'UA, section I, mais aussi évaluer la pertinence des enjeux considérés pour cette politique et plus particulièrement le domaine qui est ici dédié à l'étude, section 2. Section 1. La vision des pairs du panafricanisme. Quelle réalité ? Le paradoxe du panafricanisme tient au fait que devenus indépendants, tous les pays africains ont adhéré à une idée pour laquelle tous les leaders des territoires encore sous domination coloniale n'avaient pas été préparés. Ceci expliquera certainement par la suite que son difficile ancrage ait entraîné des divergences de point de vue,
et même des dissensions entre ses leaders. La vision finale retenue dans un consensus, mieux dans un marchandage de compromis, a en fait dilué la force originelle de cette idée. En effet, lorsque se tient le 5e congrès panafricaniste à Manchester en 1945 et que pour la première fois des leaders politiques d'Afrique noire sont présents, il ne s'agit que de ceux de l'Afrique noire anglophone, parmi lesquels Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, George Padmore, Nnamdi Azikiwe. Il n'y a aucun représentant de l'Afrique noire francophone à ce rendez-vous. En guise d'explication, un auteur a affirmé que les cadres politiques noirs francophones de l'époque n'ont jamais eu la fibre panafricaniste. Poursuivant sa démonstration, cet auteur précise encore, à titre d'exemple, que l'un des premiers adversaires du mouvement panafricaniste a été le député sénégalais Blaise Diagne. Celui-ci, complètement assimilé par la métropole, voyait dans le mouvement panafricaniste une menace pour la colonisation française qu'il considérait comme un modèle à faire miroiter aux Noirs américains opprimés. C'est à partir de là qu'il faut essayer de définir le panafricanisme, tel que retenu par ses initiateurs. En ce sens, il est utile de vérifier l'approche sous son aspect intellectuel, mais aussi d'en délivrer le contenu de l'habillage de cette vision. Cet habillage part de l'énonciation de l'idée par ses concepteurs dans une vision postcoloniale, qui voudrait que les relations internationales modernes prennent en compte cette nouvelle dynamique et réalité des indépendances des nouvelles entités étatiques du continent africain. Les Africains ont souhaité, par ce projet, exprimer leur unité africaine traditionnelle, et se positionner comme un acteur respecté des nouvelles relations internationales des années 1960 à 1970. Le panafricanisme est par conséquent un concept qu'il faut expliquer A, et le comprendre dans son contenu, B. A. Le concept. La question se pose de savoir ce qu'est cette idée ou vision panafricaniste. Il faut rappeler que dès les origines, l'idée naît en Amérique, de la confluence du contexte de l'esclavage et des conclusions de la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui a consacré la division de l'Afrique, tout en légitimant ce faisant l'œuvre coloniale. En effet, la réalité des transferts d'esclaves africains de leur continent vers l'Occident a peu à peu créé un ressentiment qui a abouti à une conscience africaine partie des États-Unis, le plus grand réservoir de ces déracinés. L'idée première est celle d'un retour en Afrique. Ainsi donc, il faut voir qui sont les acteurs de ce mouvement 1, ainsi que les conséquences qu'aura eu le mouvement pour la définition du concept de panafricanisme 2. 1. Les acteurs du panafricanisme originel. Ce mouvement avait pour finalité le retour en Afrique, idée dans laquelle était incluse la revendication de l'indépendance et de l'unité africaine. Les personnalités les plus militantes de cette cause de l'appel à la personnalité africaine et à la nécessité de sa réhabilitation furent d'abord, et logiquement des Noirs, anciens esclaves en Amérique, et plus particulièrement aux États-Unis. L'on peut citer Sylvester William qui a organisé le premier congrès panafricaniste à Londres, en 1900. Il faut aussi se rappeler le Dr Bourgart Dubois, ainsi que Marcus Garvey. Dans leur esprit, il s'agissait d'une prise de conscience d'une Afrique totale devant reprendre possession d'elle-même. Ces Afro-Américains vont par la suite organiser une série de congrès, dont celui de Paris, en 1919, suite à un événement qui a indirectement touché le sort des colonies européennes en Afrique, le Congrès de Versailles. C'est donc le moment de l'apparition du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc des peuples noirs encore sous domination coloniale. C'est par conséquent, toutes ces idées nées en Amérique qui ont transité par l'Europe, pour prendre corps sur le continent africain. Elles sont portées par des étudiants africains en Amérique et en Grande-Bretagne, ainsi que de leaders politiques noirs africains, Nkrumah, Azikiwe, Kenyatta, Nyerere, etc. 2. La définition du concept de panafricanisme originel. Tout au long de ces congrès panafricanistes, une construction intellectuelle commence à se faire jour, à travers des revendications qui connaîtront une formulation cohérente lors du 5e congrès de Manchester. En effet, les Afro-Américains présents accentuent l'appel pour la libération du continent du joug colonial,
en tant que fondation ou encore précondition à son unification, mais en même temps formuleront certaines revendications, ainsi qu'il suit. Promouvoir le bien-être et l'unité des Noirs dans le monde entier. Réclamer l'autodétermination et l'indépendance des peuples d'Afrique. Assurer aux peuples d'Afrique l'égalité des droits civiques et abolir toute forme de discrimination raciale. Encourager la coopération entre les peuples d'Afrique et tous ceux qui partagent leurs aspirations. Les leaders d'Afrique noire sont rentrés de ce congrès avec des idées et une vision assez précises pour leur continent. Parmi eux, Nkrumah sera pendant une bonne vingtaine d'années le porte-parole du panafricanisme sur le continent. Pour le leader ghanéen, le panafricanisme doit promouvoir la véritable débalkanisation de l'Afrique, c'est-à-dire remettre en cause le tracé colonial des frontières qui a survécu aux indépendances pour donner naissance aux États actuels. Entre autres aspects de la définition du concept, Nkrumah affirme que le panafricanisme ne signifie rien s'il ne transcende pas les barrières et limites artificielles imposées par le colonialisme. Dans la Nouvelle Afrique, nous devons nous préparer à supprimer les frontières qui ont été tracées pour les convenances des puissances coloniales, sans convenance aucune pour les groupes ethniques ou sociaux, ou pour les besoins économiques des populations. En fait, cette conscience de l'unité africaine a produit la version africaine afin de permettre aux peuples du continent de mutualiser leurs préoccupations et de transcender les délimitations territoriales léguées par la colonisation. Par contre, la conscience nationale est portée dans ce projet par des partis politiques nationaux devant s'interpénétrer pour donner une assise forte aux idéaux panafricanistes. Il faut encore rappeler que le Ghana est indépendant depuis 1957. Cette indépendance intervient quelques années avant la grande vague des indépendances africaines, intervenue en 1960. Son président, fort de sa double expérience d'étudiant aux États-Unis et en Europe d'où il a capitalisé une expérience politique importante, et ayant tiré les conséquences de son analyse des réalités des indépendances avant les autres, il en a conclu que nous devons veiller jalousement sur notre liberté chèrement conquise et la protéger contre les desseins cupides de ceux qui voudraient à nouveau nous imposer leur volonté. S'il insiste sur le volet de la défense, c'est en s'appuyant sur la situation politique d'une Afrique encore aux prises avec la colonisation, en l'occurrence en Afrique du Sud. Pour lui, celle-ci s'entend comme une agression d'une puissance étrangère sur la terre africaine. Il affirme en effet, au moment même où nous écrivons, l'Union sud-africaine met en place une machine militaire comparable à celle des grands pays d'Europe occidentale. Cela représente un terrible danger non seulement pour les peuples d'Afrique qui luttent encore pour leur liberté, mais pour l'existence même des États africains indépendants. Si nous n'opposons pas à cette menace évidente et très grave un front africain uni, fondé sur une politique économique et militaire commune, la stratégie des autres nous séparera et nous détruira l'un après l'autre. Il faut par ailleurs rappeler que ce 5e congrès de Manchester est le premier à connaître un vrai succès populaire. Il adopte le socialisme comme philosophie, ce qui réjouit Nkrumah, qui avec Georges Padmore a été la cheville ouvrière de ce congrès. Au cours de cette rencontre, Nkrumah proposa un texte qui fut adopté. Ce texte était un modèle du manifeste du Parti communiste, qui se terminait ainsi : « Peuple colonisé et assujetti du monde, unissez-vous ». C'est aussi le moment du passage du panafricanisme négro-américain, pour faire place au panafricanisme africain. La philosophie de ces congrès, devenus africains, comme en 1953 à Koumassi et en 1958 à Accra, l'unité immédiate du continent, propose de créer un gouvernement central africain et de bannir les frontières affirmant que les différences ethniques, de culture et de langue ne sont pas fondamentales, telles que prêchées par Nkrumah et Padmore. Il faut aussi rappeler que les leaders africains francophones qui rallièrent cette vision l'ont fait par solidarité africaine, l'engagement politique commun dans le socialisme et la ferme croyance que le mot indépendance avait un sens. L'on peut se souvenir de Modibo Keïta, président du Mali, et de Ahmed Sékou Toure, président de la Guinée. Il est utile de relire l'histoire du continent, et particulièrement celle de la décolonisation des territoires français d'Afrique, pour comprendre le sens de l'histoire. Et certainement l'explication des divergences originelles sur le sens à donner au concept de panafricanisme,
et surtout son contenu lors de la création de lois en pleine guerre froide. B. Le contenu. Le contenu du panafricanisme se décline dans les domaines identifiés comme prioritaires dans le projet panafricain. C'est dans les discours des pères du mouvement qu'il faut rechercher ce contenu. Parmi les discours des leaders politiques africains, au moment de la création de lois, il y a des éléments fondateurs qui étaient censés donner un contenu à la vision. En gros, il y avait la dimension politique du panafricanisme 1 et ses différentes approches qui devaient finalement constituer son contenu 2. 1. La dimension politique du projet panafricain. La chose qui avait été finalement la mieux partagée entre les leaders africains des années des indépendances, c'était qu'il y avait une nécessité d'aller dans le sens d'une union. L'esprit traditionnel de la solidarité africaine avait prévalu. Seulement, confrontés aux réalités de la politique internationale dans laquelle les nouveaux États faisaient leurs premiers pas, ces derniers ressentaient le besoin d'être accompagnés. Une chose était de revendiquer des indépendances, une autre était de s'intégrer dans les réalités d'un monde plus vaste que les territoires ayant revendiqué cette indépendance et leur simple lien avec leurs anciennes puissances coloniales. C'est dans cet environnement que l'Afrique accède à ses indépendances. Il est donc question de poursuivre la lutte pour la libération totale des territoires encore sous le joug colonial, et de réunifier le continent dans ses divers démembrements étatiques par la suite. Cette approche donne au contenu du panafricanisme un socle plus politique qu'autre chose. Revenant sur cette étape de l'histoire africaine, à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la création de l'OIA, Alain Faujas rappelle les circonstances ayant conduit à la signature de la charte de l'organisation. Et c'est dans l'euphorie générale que 30 chefs d'État africains signent, le 26 mai à 1h du matin à Addis-Abeba, la charte créant l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Cette charte qui résulte de cet irrépressible élan unitaire est celle que voulaient les réformistes. Certes, Nkrumah le visionnaire qui veut faire une Afrique idéale est ovationné, mais ce sont Senghor et Bourguiba qui sont entendus. Mais en vérité, l'OUA et son secrétariat général siégeront à Addis-Abeba. Les chefs d'État se réuniront une fois par an et les ministres 2 fois. Un comité de décolonisation s'installera à Dar es Salaam pour coordonner la lutte contre le Portugal au Mozambique et en Angola, et contre le régime d'apartheid sud-africain. Mais les frontières héritées de la colonisation demeureront intangibles. Un marché commun africain est renvoyé à plus tard. Et comme pour mieux signifier la volonté politique d'aller vers la libération totale du continent, le président algérien fait une annonce forte et concrète. En effet, le président algérien Ben Bella émeut l'Assemblée en appelant à mourir un peu, pour les Africains opprimés en Angola et promet 10 000 volontaires pour les épauler. Malgré tout et dès le départ, c'est un contenu politique fort qui définit l'identité de l'OIA. Même si par la suite, ces modalités de mise en œuvre vont faire apparaître des divergences de point de vue. Et la lutte pour l'indépendance totale du continent y fait l'unanimité. La libération de l'Afrique en a fait rêver tout, les leaders politiques comme les populations. C'est dans cet esprit que dans les discours des chefs d'État et de gouvernement présents à ce sommet, l'on peut suivre avec des élans de cœur cette joie. L'histoire retient par conséquent que ce 23 mai 1963, dans l'Africa Hall d'Addis-Abeba, Éthiopie, il est surtout temps de tirer le meilleur des soleils des indépendances qui se sont levés sur l'Afrique depuis le début des années 60. Car il faut bâtir un devenir commun au continent, ainsi qu'à ses 230 millions d'âmes. Bourguiba le Tunisien l'exprime à la tribune avec passion, « Nous avons soif d'être ». Il faut penser que le continent africain va enfin recouvrer son identité originelle et propre, afin de la présenter fièrement à la face du monde en tant qu'entité internationale unifiée. On a envie d'oublier Berlin 1884 à 1885, ce qui se traduit par « Voici enfin vécu ce rêve longtemps rêvé », scande le président poète sénégalais Senghor, et des attitudes émotionnelles lorsqu'une image peut laisser montrer que, pour symboliser cette unité mythique, y a-t-il plus belle image que l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié entrant dans son palais main dans la main avec Nasser l'Égyptien ? Au final, et malgré des vents contraires qui ont soufflé avant ce sommet, à l'issue,
Interrogé sur le fait de savoir s'il a été un succès, il se montre d'une surprenante humilité. Un succès ? Répond le roi des rois. Disons simplement que nous avons commencé quelque chose en commun. Un travail de très longue haleine a effectivement commencé, que des générations futures d'Africains se doivent de poursuivre. S'il faut s'en tenir aux analyses de celui qui a le plus et le mieux théorisé le panafricanisme originel, il y a lieu de comprendre qu'il en appelle à l'unité continentale pour défendre son indépendance politique, sa souveraineté dans ses aspects politiques, territoriaux et économiques, par une dimension militaire face aux agressions extérieures. Il sait toute l'importance des richesses africaines qui ont justifié la traite négrière et la colonisation. Il sait tout aussi bien que malgré les indépendances juridiques octroyées plus souvent qu'acquises par la lutte, aux peuples africains, la colonisation s'est vite adaptée en se muant en néocolonialisme dont les buts essentiels restent de poursuivre irrémédiablement la jouissance des richesses du continent. Même par la voie des armes. C'est pourquoi, réalisant la fragilité des nouveaux États de manière individuelle, il voudrait conjurer le sort en prônant l'unité de l'Afrique. S'il est entendu que la solution du développement de l'Afrique réside dans un triptyque des souverainetés, il faut comprendre que ce continent doit conquérir son indépendance sous les trois volets qui sont la souveraineté juridique, d'une part, de celle économique et financière d'autre part. Mais, c'est le troisième volet qui sécurisera les deux premiers. Il s'agit alors du volet de la défense et de la sécurité, dans le cadre de l'émancipation politique et stratégique du continent. 2. Les différentes formules d'approche du contenu du panafricanisme. La question des antagonismes a émaillé tout le cours des négociations devant aboutir à l'adoption de la charte de loi. Malgré cela, il faut retenir dans ce développement deux aspects importants. Il y a d'une part les domaines devant rentrer dans les priorités A, et d'autre part la forme de l'organisation B. A. Les domaines prioritaires pour l'organisation. Si on se réfère à certains discours qui ont été prononcés au cours de ce mois de mai 1963 à Addis-Abeba, il faut tout d'abord suivre celui du président Kwame Nkrumah. L'analyse de son discours révèle, dans ce qu'il considère comme priorité, les domaines énoncés ou proposés ainsi qu'il suit. Une union politique fondée sur une défense commune, des affaires étrangères et une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine et une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine. Nous devons nous unir afin de réaliser la libération intégrale de notre continent. Il nous faut créer un système de défense commune, dirigé par un commandement suprême africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique. S'il ne faut considérer tout d'abord que l'ordre d'apparition des domaines dans ce discours, l'on comprend que parmi les priorités de cette union politique, les questions de défense sont au premier plan. Cette priorisation exprime leur poids dans la souveraineté ou l'indépendance d'une organisation sociale. Ce n'est certainement pas sans une bonne raison que le premier Ghanéen place ce domaine en tête de liste de son énumération. Il le fait par ailleurs, avec une insistance, puisque dans ce même paragraphe de son discours, il conclut en revenant sur la nécessité d'un système de défense, dont il propose aussi l'unité de commandement et les missions. Il s'agit d'assurer au continent la sécurité et la stabilité. Il est vrai que l'OIA a prévu, dans les organes à mettre en place, une commission de défense. Cependant, elle n'avait pas mis en œuvre ou tout simplement favorisé la création d'une institution de la défense. Cette tâche reviendra plus tard à l'UA, mais dans une formule qui a privilégié la sécurité dans sa version de prévention, de gestion et de règlement des conflits, adossée sur les opérations de maintien de la paix selon le modèle onusien. En relisant les domaines proposés par Nkrumah, il y a les affaires étrangères et une diplomatie commune. Cette dimension, non seulement permettrait à l'Afrique de parler avec l'extérieur d'une même voix, mais aussi, dans le sens de cet ouvrage, aurait pu permettre au continent de mieux préserver ses intérêts de défense et de sécurité face aux autres grandes entités de puissance dans le monde. En effet, il y a aujourd'hui une question lancinante et très importante par ailleurs, qui est celle de la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette représentation bute entre autres paramètres, sur celui de la puissance des États en tant qu'acteurs centraux des relations internationales, selon les tenants de l'école réaliste classique des relations internationales.
Or, la manière dont l'Afrique voudrait se faire une place au Conseil de sécurité des Nations Unies semble porteuse d'échecs. Elle promeut en effet des divisions, et empêche donc évidemment une unité de représentation. Dans cet esprit, il y a lieu de rappeler que le consensus sur l'OUA est éloigné de ce qui se fait actuellement. Si les Africains parviennent à élire une personne pour conduire les destinées du continent en tant que président de la Commission de l'Union africaine, pourquoi ne pas s'arranger pour en faire de même, afin de les représenter en tant qu'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un mandat dont la durée est fixée normalement par les instances habilitées de l'UA. L'Afrique étant une zone qui connaît tant de conflits, elle mérite que ces questions de défense et de sécurité fassent entendre sa voix là où tant de résolutions s'élaborent à son sujet. Il pourrait être relevé que malheureusement, il y a une représentation non permanente actuellement, mais celle-ci n'a pas autant de poids que si le continent dispose aussi d'un droit de veto par exemple. Dans ce sens, où le monde a besoin de l'Afrique avec plus d'1 milliard d'individus, ou alors il faudrait faire sans elle. Est-ce possible ? Les autres aspects politiques qui concernent les questions financières et la nationalité sont aussi des piliers tout aussi importants pour le panafricanisme. Ils ne sont pas plus développés ici, du fait de l'orientation de cette étude. B. La forme de l'organisation. C'est là aussi un domaine qui a connu beaucoup de divergences de points de vue. La manière dont la vision de l'Union a été formulée et arrêtée est un indicateur du contenu que les États devaient donner à l'organisation continentale. C'est en ce sens qu'Alain Faujas, faisant l'historique sur la création de l'OUA, a souligné l'ampleur et la profondeur des divisions minant l'organisation naissante. Entre eux, on ne distingue pas moins de 3 lignes de fracture. La première est historique et sépare les Arabes blancs de leurs frères noirs. La deuxième est un résidu de la colonisation et oppose les francophones et les anglophones. La troisième, récente, fait s'affronter les révolutionnaires du groupe de Casablanca, qui plaident avec le Guinéen Sékou Touré et le Ghanéen Kwame Nkrumah pour la création d'un État fédéral africain doté d'un gouvernement, d'un budget et d'une armée. Et comme si cela ne suffisait pas, l'on a relevé l'existence des réformistes du groupe de Monrovia, où l'Ivoirien Houphouët et le Malgache Tsiranana prêtent la main à Senghor pour maintenir le cap sur une Afrique des patries coopérant avec ses anciens colonisateurs. Au cours de la réunion, le président du Mali, Modibo Keïta, s'est aussi prononcé sur sa vision de ce que devait contenir cette union politique. En dehors d'un flash portant sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État doit être concrétisé par un engagement, un pacte multilatéral de non-agression, garanti par chacun des États ici réunis. La conclusion d'un tel accord renforcera les relations interafricaines, réduira dans ce domaine les ingérences extérieures et ouvrirait une heureuse perspective à la coopération africaine dans le domaine de la défense et de la sécurité. Il n'apparaît pas que le président malien fût très préoccupé par la dimension de défense et de sécurité du continent. C'est de manière incidente qu'apparaît une référence sur la question. Bien entendu, il a fait certaines propositions qui ont été prises en compte par l'OUA pour la prévention de conflits lorsqu'il suggère un organisme de conciliation inter-États, Ce dernier avait été prévu par l'OUA déjà sous la dénomination de mécanisme de conciliation et d'arbitrage encore dit « mécanisme du Caire », établi en 1993. Il se transformera en panel des sages de l'UA, dans l'actuelle architecture de paix et de sécurité de l'UA, APSA. C'est aussi le cas lorsqu'il pense à un fonds commun de solidarité pour soutenir nos frères engagés dans le combat de libération,
qui est actuellement traduit dans l'APSA comme Fonds pour la paix. En dehors de ces touches, sur la question, le président malien s'était par contre beaucoup plus appesanti sur les volets économiques du contenu à donner à loi. Il préconisa en effet que la création du comité économique et social qui étudiera et organisera la coopération dans les domaines économiques, social, culturels, ainsi que dans le cadre des communications et des transports, ou encore sur la création d'une communauté économique africaine avec y compris les effets des groupements économiques extérieurs sur l'économie de notre pays. Or, pour en revenir à l'approche de Nkrumah, l'unité est aussi fondée pour défendre les ressources économiques et humaines du continent. Dans le constat qu'il fait lors de l'accession de son pays à l'indépendance, il affirme que nous dépendions du reste du monde, particulièrement du Royaume-Uni, pour pratiquement tout ce dont nous avions besoin dans la vie quotidienne. Si nous voulons rester libres, si nous voulons bénéficier pleinement des abondantes ressources de l'Afrique, nous devons nous unir pour organiser notre parfaite défense et l'exploitation systématique de notre potentiel humain, dans l'intérêt de tous nos peuples. Faire cavalier seul serait limiter notre horizon, ruiner d'avance nos espoirs et compromettre notre liberté. Ces ressources africaines sont au centre des enjeux de puissance des Occidentaux et des Africains. Il faut se rendre à l'évidence que lorsque l'Afrique parviendra à cette unité de la gestion de ses ressources, elle les privera d'autant à ses partenaires extérieurs. Comme il s'agit de la survie même de ses partenaires, elle doit se préparer à des agressions de plus en plus répétées et vastes, pour un accès non négocié pacifiquement, mais par la guerre. C'est toute l'urgence qu'il y a à organiser une politique commune africaine de défense et de sécurité bien engagée sur le plan stratégique. 2. Les tentatives de mise en œuvre. Même si l'idée du panafricanisme est séduisante dès le départ, le contenu du concept, et surtout ses voies de mise en œuvre ont constitué et continuent de constituer un défi important en soi. Comment parvenir à ces finalités dans ces conditions ? Tel est ce défi que doivent relever depuis les années des indépendances, les leaders africains. Entre autres approches, le choix s'est tout d'abord porté sur une intégration régionale et politique, A, et ensuite pour une intégration économique, B. A. L'intégration régionale politique. Quelques années avant les indépendances, certains leaders africains ont cherché à mettre en œuvre cette vision d'une Afrique unifiée. C'est ainsi que, dès après l'indépendance du Ghana et le nom de Sékou Touré au projet de communauté franco-africaine, ces deux pays ont engagé une union politique. Le 23 novembre 1958, le Ghana et la République de Guinée s'unirent en vue de former une union des États africains. Cette union mettait en place un système d'échange de ministres résidents, qui étaient à la fois reconnus membres des gouvernements à la fois du Ghana et de la Guinée. C'est dans le même esprit que cette même Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta et le Ghana de Nkrumah avaient pris rendez-vous à Conakry, un 24 décembre 1960. Un autre rendez-vous a été pris pour Accra, du 27 au 29 avril 1961. Il préparait l'élaboration d'une charte sur une union des États africains, UEA, qui regroupait en son sein le Ghana, la Guinée et le Mali, non exclusive puisqu'ouverte à tout État ou fédération d'États africains acceptant ses buts et ses objectifs. En réalité, cette union a préfiguré la charte de loi à venir, puisque se donnant comme but et objectif, déjà, de resserrer et de développer les liens d'amitié et de coopération entre les États membres, coopérer à la liquidation de l'impérialisme, du colonialisme et du néocolonialisme en Afrique et à l'édification de l'unité africaine, harmoniser la politique, tant intérieure qu'étrangère de ses membres, de façon que leurs activités soient plus efficaces et à mieux sauvegarder la paix du monde. Même les domaines d'intervention commune sont aussi pratiquement ceux qu'ils vont proposer pour la charte de loi. Il s'agit de la politique intérieure, élaboration d'une orientation commune des États. La politique étrangère, une diplomatie concertée destinée à resserrer la coopération. La défense, organisation d'un système de défense commune, permettant de mobiliser toutes les forces à la disposition de l'État en faveur de tout membre de l'Union qui serait victime d'une agression. Il faut comprendre que cette défense, pour des raisons historiques et de logique unitaire en Afrique, avait pour principales ennemis les forces coloniales et NE accent aigu au colonial.
C'est un des premiers exemples de la pensée stratégique de sécurité collective en Afrique. Dans la pensée de ses initiateurs, il n'y avait pas de raison que des États africains se fassent la guerre. À l'analyse, cette guerre se ferait éventuellement contre des agressions venant hors du continent africain. C'est par conséquent cette approche qui sera plus tard proposée à l'Organisation de l'Unité africaine. L'économie. Définition de directives communes relatives à la planification économique, visant selon eux, à la totale décolonisation des structures héritées du système colonial et organisant l'enrichissement de leur pays dans l'intérêt de leur peuple. La culture. Réhabilitation et développement de la culture africaine, échanges culturels fréquents et variés. Comme à l'exemple des États-Unis, qui ont commencé leur fédération avec 13 États, cette union a été instituée dans le but d'en faire le noyau des États-Unis d'Afrique. Mais malheureusement, certains événements comme l'éviction du président Modibo Keïta par une junte militaire, le 19 novembre 1968 et la mort en exil de Nkrumah, le 27 avril 1972, vont précipiter l'échec de cette union. Plusieurs autres tentatives d'union ont ensuite vu le jour sur le continent. Il en est ainsi du Conseil de l'Entente, dont le chef de file et promoteur était le président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Il est composé des États du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo. Ces États, tous francophones, appartiendront au courant qui joua un rôle important en prenant la direction dans les divergences quant aux voies et moyens de la création de l'idée panafricaine, et qui seront appelés Groupe de Brazzaville, en décembre 1960. Ce groupe prendra finalement le nom de Groupe de Monrovia, en mars 1961. L'idée d'union est alors très séduisante et le continent en connaîtra moult expériences. L'Afrique aura vécu dans cette période des indépendances, des initiatives dont les origines sont dans la nouvelle constitution d'une organisation panafricaine toute nouvelle et porteuse d'espoir. C'est dans cette euphorie unioniste que va voir le jour l'Union africaine et malgache de coopération économique, UAMCE, en mars 1964 à Dakar. Il y aura ensuite l'Organisation commune africaine et malgache, OCAM, en février 1965 née à Nouakchott et finalement transformée en Organisation commune africaine et mauricienne après l'adhésion de l'île Maurice en 1969, et est devenue enfin l'Organisation commune africaine et mauricienne, OCAM, lorsqu'en août 1978, la République malgache a quitté cet organisme, la laissant orpheline de 9 États membres qui la composaient désormais. À l'instar des États membres du Conseil de l'Entente, en Afrique occidentale, ceux de l'ancienne Afrique équatoriale française, AEF, ont décidé de se mettre ensemble dans une union. C'est ainsi que fut créée l'Union des États équatoriaux. Mais surtout, il y avait l'idée de créer une union regroupant des États de l'Afrique centrale, portés par les présidents de la Centrafrique, Barthélemy Boganda et du Congo, Fulbert Youlou. Il s'agissait des États-Unis d'Afrique latine, EUAL, en référence à leur communauté de langue française avec un ancrage latin. L'annonce avait été faite le 17 octobre 1958, au cours du Grand Conseil de l'AEF. Toujours en Afrique de l'Ouest, le Sénégal de Senghor et la Gambie ont engagé dans un traité d'association en 1967, une union qui avait pris le nom de la Sénégambie. L'Afrique de l'Est, dont les États sont majoritairement d'expression anglaise, avait décidé que le jour où le Kenya recouvrirait son indépendance, ces États formeront une union d'États appelée la Fédération d'Afrique orientale. Elle regroupait 3 États, la République du Tanganyika ayant pour président Julius Nyerere, l'Ouganda du Premier ministre Milton Obote et le Kenya du Premier ministre Jomo Kenyatta. Cette inflation unioniste n'était pas pour favoriser celle préconisée par les dirigeants africains dans leur ensemble, pour aller vers une unification totale du continent. Il s'agissait là de tentatives pour avoir un noyau autour duquel les retardataires allaient se greffer, pour un rassemblement uni. Mais il faut bien constater que cela n'a pas été concluant. Cependant, avec le temps, les dirigeants africains semblent maintenant manifester une réelle volonté d'union. Ils ont donc compris que cette union est fondamentale pour le développement de l'Afrique. Ceci transparaît dans la mue effectuée par l'OUA pour devenir l'UA. B. La marche vers l'intégration économique. Hormis les tentatives d'union politique ci-dessus évoquées,
l'Afrique en a fait d'autres sur un plan de regroupement essentiellement économique. La question du contenu de l'OUA avait déjà divisé les Africains. Certains panafricanistes originels souhaitaient de commencer l'unité du continent par son volet politique, alors que d'autres voulaient la voir s'orienter en priorité dans sa dimension économique. Dans ces diverses approches, et de manière chronologique, l'on pourrait y voir deux générations dans cette approche des unions économiques. L'année 1991 en constitue en quelque sorte la période de césure ou alors de basculement. Ces unions peuvent ainsi être appréhendées, selon Jean-Baptiste André Ducati, à travers celles de première génération 1, mais aussi celles de deuxième génération 2. 1. Les expériences africaines de première génération. Ce modèle d'organisation n'a pas été le fruit d'une imagination endogène, mais s'est inspiré du modèle européen disponible. C'est sur cette approche qu'il faut lire les contours des organisations sous-régionales en Afrique. Parmi les solutions expérimentées pour solder les affres de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'idée que les relations économiques et commerciales pouvaient réfréner les envies de se faire la guerre. Ainsi donc est née la Communauté économique du charbon et de l'acier, CECA, entre 6 pays européens. Mais cela n'est pas allé de soi, et cette organisation a vite connu un échec dû au déclenchement de la guerre en Corée en 1953. Néanmoins, la guerre de Corée ravive la menace d'une invasion de l'Europe par les Soviétiques. Les 6 pays de la CECA envisagent alors une communauté européenne de défense, CED, avec 40 divisions sous le même uniforme. Elle impliquerait de réarmer l'Allemagne et fournirait un renfort bienvenu à l'OTAN. Malgré ces dispositions unionistes européennes voulant constituer une force capable de résister à une éventuelle invasion soviétique, la France, encore nostalgique de la Deuxième Guerre mondiale avec tout ce qu'elle pouvait reprocher à l'Allemagne, refusa d'aller jusqu'au bout. En effet, l'Assemblée nationale française ne votera jamais ce traité de défense commune, à cause de l'opposition résolue des communistes et des gaullistes. Après cet échec, les partenaires de la CECA reviennent à plus de mesures et signent à Rome, le 25 mars 1957, le traité d'où est issue l'actuelle Union européenne. C'est donc sur ce modèle que les Africains vont eux aussi, au moment de leurs indépendances, prendre l'option des regroupements sous-régionaux d'ordre économique, pour entendre créer des conditions de la paix en Afrique. Cette option, malgré la prépondérance politique proposée par certains dirigeants africains et finalement admise par tous, n'est pas née dans les mêmes conditions qu'en Europe. Ces regroupements économiques en Afrique donneront en Afrique centrale, la Communauté douanière des États de l'Afrique centrale, l'UDEAC, créée en 1964, et plus tard, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, en 1983. En Afrique occidentale, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont créées respectivement en 1974 et 1975. En Afrique orientale, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CEPGL, créée en 1976. Les expériences en Afrique orientale et australe sont assez tardives. La Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, créée en 1980 et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, en 1981. L'Afrique du Nord se regroupe dans l'Union du Maghreb arabe, UMA, en 1989. Mais malheureusement, la faillite de la première génération d'intégration régionale est due au fait du manque de volonté politique et de la non-implication des acteurs de la société civile. 2. La deuxième génération des expériences africaines d'intégration économique régionale. Si l'on s'en tient à l'analyse de Jean-Baptiste André Ducati, on assiste à la création de la CEPA, Communauté économique panafricaine, par le traité d'Abuja en 1991. La SADCC devient en 1992 la Communauté de développement de l'Afrique centrale, SADC, adoptant à cet effet un programme d'intégration par le marché et de coordination des politiques sectorielles. En 1993, la CEDEAO révise son traité et le marché commun de la COMESA est créé. Et sur un plan monétaire et financier, la CEAO et l'UDEAC sont remplacées respectivement par l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et la CEMAC,
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en 1994. Il faut cependant reconnaître que ce modèle a été rattrapé par des questions politiques. En effet, dès la fin de la guerre froide intervenue en fin de la décennie 1980, l'Afrique est entrée dans un cycle quasi ininterrompu de conflits, surtout politiques, ayant fait apparaître une autre typologie de la conflictualité sur le continent. La corrélation développement-économie s'est imposée du fait de ces conflits et a entraîné un plus grand affaiblissement du peu de développement entamé, mettant ainsi à mal la légitimité même de ces regroupements économiques. Pour y faire face, l'idée a été d'intégrer une dimension sécuritaire aux exigences économiques de développement. C'est en quelque sorte un retour au primat politique du panafricanisme qui devait conduire la vision économique. Section 2. L'évaluation de la pertinence des enjeux considérés. Il s'agit de démontrer que l'idée panafricaine portée par les premiers panafricanistes était légitime, mais qu'elle a rencontré des obstacles pour sa mise en œuvre. En effet, les divergences de point de vue quant à la matérialisation de la vision avaient eu des contours de tendances idéologiques porteurs de divisions. Les effets de cette situation se sont démontrés tout au long de la vie de l'OIA. Il faut par conséquent procéder à une évaluation du projet panafricain porté et mis en œuvre par l'Organisation de l'Unité africaine, mais aussi sur les années d'existence qui sont actuellement déjà inscrites sur le parcours de l'Union africaine, UA, 2. L'évaluation globale de l'OIA et de l'UA. Au-delà du discours de Nkrumah en mai 1963 à Addis-Abeba, lors de l'adoption de la charte de l'OIA, et malgré le temps court de son existence, il est utile de faire aussi un état des lieux sur la mise en œuvre du projet panafricain porté par l'Union africaine b. L'Organisation de l'Unité africaine. Évaluer les résultats de l'Organisation de l'Unité africaine peut paraître une tâche fastidieuse. Il n'est pas question ici d'y revenir en totalité, mais plus globalement, d'évaluer l'organisation continentale sur un plan beaucoup plus politique. Et là-dessus, la question politique de la nécessité de l'indépendance totale de tous les territoires africains sous le joug colonial, 1, associée à l'unification du continent, 2, a été mise en œuvre et a connu des résultats globalement positifs. 1. L'évaluation de l'OIA sur les indépendances. Il est sans conteste que l'œuvre de décolonisation des territoires africains sous le joug colonial, dans ses combats politiques et ses appuis militaires, a connu de très grands succès. Au moment où l'OIA disparaît dans sa forme première en 2000, pratiquement tous les territoires africains sont effectivement devenus indépendants, à l'exception de certains territoires îliens dont la revendication semble s'être affaiblie, et autour desquels s'accrochent certaines puissances coloniales occidentales. L'on peut dire que sur le plan de l'indépendance des territoires continentaux, la lutte légitime de l'OIA a été porteuse, et que sur ce point son bilan a été largement positif. 2. L'évaluation de l'OIA sur l'unification du continent. Beaucoup a déjà été dit à ce sujet. Ce qu'il faut retenir ici, et de manière plus globale, c'est que cette unification est le point qui a été le plus controversé dans ses modalités. Ces controverses portent essentiellement sur la forme de l'union, dont il a été question tout au long de la vie de l'OIA. De manière générale, certains initiateurs du projet panafricain avaient souhaité une union immédiate, une réunification immédiate, même si des aménagements de souveraineté étaient pris en considération de manière pratique. Les origines de ces divergences sont contenues dans les diverses approches qui ont abouti au groupe dit de Monrovia et de Casablanca. Il faut y déceler des intérêts stratégiques étrangers des anciennes puissances coloniales. Néanmoins, une possibilité pour y parvenir a été adoptée à partir d'une approche économique d'un marché africain unique. Cette option a préconisé des regroupements sous-régionaux économiques, des communautés économiques régionales, CER. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.